Alors voilà, l'essentiel surtout, c'est qu'on voit notre conférencier. Alors, je présente les personnes. Il y a Monsieur Jacques-Philippe Jonin, donc, qui est notre conférencier, qui va nous parler, comme vous pouvez le constater, de Madagascar, puisque c'est ce qu'on a sur notre écran. Euh, Madagascar, qui est une grande île, alors il va nous dire ses projets particuliers pour quel endroit de Madagascar il soutient. Et puis, il y a aussi notre ange gardien, et bien, justement, il a un nom d'ange, et c'est Michael, qui est notre technicien animateur, c'est lui qui donne la parole, etc., accueille les personnes dans le site, dans la conférence. Et puis, donc moi, je m'appartiens juste de dire bonjour, d'animer, et puis après de donner la parole pour des questions et de conclure. Alors, il y a des petites, comment dire, en bas, c'est noté discussion, on peut écrire des questions, ou bien c'est noté réaction, là on peut lever la main et pour pouvoir dire prononcer poser une question. Et puis je crois que c'est plutôt Mickaël qui essaye de donner la parole, ou bien moi, je vais essayer. Alors on peut y aller. Sans plus de transition, nous donnons la parole à Monsieur Jacques-Philippe Jonin, qui habite à Misery, donc dans notre unité pastorale, et qui nous parle de ses projets à Madagascar. Il aurait dû nous en parler l'année passée, mais à cause du Covid, du confinement, on a dû arrêter l'année passée. On a passé à cette année son intervention. Merci, Monsieur Jonin, de votre présence et de votre intervention. Puis je laisse aussi à Mickaël le soin d'enregistrer alors cette conférence. Donc, Mickaël, c'est à toi. Je ne sais pas si où tu en es. Vous entendez quelque chose? Non. Oui, on vous entend. Mais vous n'entendez pas le personnage principal, Voilà. M. Jourdain. Ah, Vous entendez mieux là? voilà. Oui. Alors maintenant, nous vous laissons la parole, M. C'est Jourdain. parfait. Donc, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Avant de vous présenter notre association et notre action à Madagascar, je tenais tout d'abord à remercier Monsieur l'abbé Jacques et Monsieur l'abbé Théogène pour leur accueil et le soutien qu'ils apportent à notre action à Madagascar. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de l'unité pastorale Sainte Trinité. Je m'appelle Jacques-Philippe Jonin, originaire de Chandon par mon père, et en 2017, avec mon épouse et mon fils, mon épouse est malgache, ce qui justifie un petit peu déjà ce que nous allons faire. Après avoir constaté à nouveau la misère de 80% des habitants de Madagascar et la situation de leurs enfants qui ne mangent pas tous à leur faim, nous avons décidé d'apporter à notre modeste niveau une aide à travers des structures existantes fiables. Pour ceux qui ne connaissent pas Madagascar, Madagascar s'affiche sur cette magnifique photo. Je précise que Madagascar est située dans l'océan Indien et c'est une île qui est 14 fois plus grande que la Suisse. Elle est énorme. Et elle est habitée par une population originaire de 18 ethnies pour 23 millions d'habitants environ. Ces populations ont des origines très diversifiées. Les régions du sud-est asiatique, de l'Afrique, et ainsi que lors des différents passages de marins arabes, portugais, français, anglais, un métissage s'est créé qu'on retrouve dans diverses régions du pays. De même, depuis quelques années, des Indo-Pakistanais et des Chinois se sont installés et ce sont eux qui, pour la plupart, comment dirais-je donc, s'occupent du commerce local, le petit commerce, mais parfois aussi le grand commerce. Voilà. Alors, Madagascar, on la surnomme aussi la Grande Île Rouge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive en avion au-dessus de Madagascar, Madagascar a un aspect rougeâtre, impressionnant,
Il s'agit du sol qui est rempli de latérite. La latérite, c'est de l'oxyde de fer et d'alumine, dont le sol est très riche. D'ailleurs, Madagascar est très riche pour les ressources de son sol, ses paysages, sa flore, sa faune, ses produits de la mer. Mais, je dis un grand mais, gros paradoxe, plus de 80% de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Nous n'entrerons pas dans une étude du comportement des dirigeants successifs et de leurs équipes. Cela ne fait pas partie de notre action. Mais il faut considérer que la soif du pouvoir et le comportement de fonctionnaires de tout niveau, avec une corruption importante, laissent des traces pénibles au niveau du petit peuple et bloquent la progression vers le haut de ce beau pays. Nous espérons de tout cœur que ce phénomène s'atténue et s'arrête avec les nouvelles générations. Les enfants sont le moteur de demain. Aidez-nous à les aider. Le choix de notre future action en 2017 s'est porté essentiellement sur un secteur très défavorisé du Sud-Est, dont la ville principale est Farafangana. Sur la carte que vous avez devant vous, vous voyez l'intitulé Madagascar en noir foncé. En dessous, il y a des villes qui sont indiquées, Fianarantsoa, Manakara, et ensuite vous avez Farafangana, qui est la troisième ville. Donc c'est dans cette région que nous avons notre action. La ville principale s'appelle Farafangana. C'est le lieu de naissance de mon épouse. C'est une ville de 30 000 habitants environ, située à 700 km de la capitale Antananarivo. Là, c'est écrit en français Tananarive. C'est une ville qui est accessible par la route seulement, route partiellement en très mauvais état, avec un temps d'environ 18 à 24 heures, sans autre accès aérien ou maritime, et sans économie locale. Donc, nous avons choisi d'aider la clinique Saint-Vincent-de-Paul, qui était une léproserie tenue depuis 1902 par les filles de la Charité, de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, religieuses très dévouées, avec vraiment peu de moyens. Cet établissement, qui est plutôt un hôpital de brousse, assure des soins généraux aux plus pauvres et s'occupe aussi de lépreux et de tuberculeux. Mais, outre ces services, ces braves sœurs, ces braves religieuses, elles ont créé une école pour jeunes enfants afin de leur apporter une éducation de base et améliorer leur alimentation. Et elles ont créé aussi une école ménagère qui permet à de jeunes filles, à de jeunes femmes d'apprendre des bases de couture, de cuisine, mesures d'hygiène, et les aider aussi à éviter certains pièges de la vie. Nous avons déjà envoyé plusieurs conteneurs de matériel hospitalier et de matériel de fourniture scolaire, car nous aidons aussi une école primaire publique. Publique, d'accord, mais elle manque énormément de moyens, comme beaucoup. Et nous avons aussi imaginé de créer une activité. Et nous avons lancé le projet Rarampitsu, qui signifie demain, malgache, qui consiste à mettre en place un centre d'aide par le travail, axé sur l'agriculture, ça va de soi sur ce secteur, et sur l'écotourisme, qui serait profitable à tout le monde. Ce projet devait débuter début 2020. Mais Covid-19 est apparu et nous a contraints à tout bloquer. Néanmoins, nous avions déjà préparé notre action. Et grâce à l'émission Chacun pour tous sur RTS 1, nous avons eu de nombreux dons en matériel et d'autres donateurs nous ont aidés pour notre trésorerie.
Ce matériel a dû être stocké près de Bâle, Münchenstein. Nous avons pu faire partir un conteneur vers Madagascar via Anvers, en Belgique, en début février. Il arrivera sur place fin mars et sera stocké en sécurité dans l'attente que l'un de notre équipe suisse puisse se rendre sur place pour distribuer aux différents destinataires le matériel qui leur était promis. Ceci, bien sûr, lorsque les vols reprendront, Dieu seul sait quand. Espérons que ce soit rapide. Alors, il faut aussi considérer, après tout ce que j'ai pu vous indiquer en préalable à ce qui va suivre, que notre facture de transport depuis Bâle vers Tamatave, le port, via Anvers en Belgique, et via Farafengan, à plus de 700 km de la capitale, et 1000 km du port principal, qui est sur la côte est, près de l'océan Indien, cette facture sera assez élevée. Compte tenu des finances actuelles de l'association, nous comptons aussi sur votre aide. Aidez-nous à les aider. Aidez-nous à les aider et merci pour eux. Maintenant, je vais vous présenter quelques vues sur notre action qui vous permettront aussi au passage de découvrir quelques paysages, de voir l'état des routes, des axes de communication, mais aussi réconfort de voir les sourires des enfants. Je vais donc laisser maintenant le rôle à notre technicien de s'occuper de cela. J'arrêterai quelquefois les photos pour vous donner quelques détails, quelques indications supplémentaires. Merci de m'avoir écouté. Alors là, nous avons une carte qui a été faite par une association bâloise qui indique tout simplement que Madagascar est 14 fois la taille de la Suisse. Voilà, sans plus. C'est un pays qui fait 1100 km de long sur une moyenne de 750 km. On voit ici, donc, en sortant de la capitale, les taxis, 2 chevaux, Citroën. Là, c'est un départ de route. Là, c'est toujours dans cette route. Nous passons sur un pont où on voit ce qui reste de la balustrade, malheureusement. Voilà toujours le grand pont sur le fleuve. Donc là, c'est un très grand fleuve. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur Madagascar. Voilà donc le pont qui est le seul passage pour aller donc de l'autre côté, en ville notamment. Donc vous voyez ici quelques habitants du secteur. Voilà donc ce monsieur. Nous entrons ici dans un village. Il y a toujours beaucoup de monde dans le village. Toujours le village, un jour de marché. Les photos sont prises depuis la voiture, hein, c'est pour ça que vous voyez toujours ce coffre en avant. Voilà, donc le village est assez chargé parce que ce jour de marché, dont beaucoup de petits commerçants viennent des environs pour vendre, essayer de vendre leurs marchandises. Et les paysans qui se trouvent dans le coin reculé aussi profitent de ce jour pour passer une journée de détente et surtout d'achat. Voilà. Voilà encore donc l'entrée de ce village. Alors, vous voyez ici un exemple de ce qu'on peut trouver sur les routes. Dans des nids de poules, là, celui-ci est vraiment exceptionnel, très important, parce que bon, les autorités n'ont pas les moyens de réparer les routes constamment. Le sud-est de Madagascar est affecté par des cyclones assez nombreux en début d'année, et même en fin d'année. Entre décembre, janvier, février, il y a énormément de cyclones. Et ces cyclones, bien sûr, détériorent les routes. Ils n'ont pas suffisamment de budget, ben on laisse comme ça et on fait avec. Donc un petit passage. Voilà, donc
On arrive ici sur un passage. Alors, spectaculaire, un pont sur lequel passent des voitures, des camions, quelques tracteurs, il y en a quelques-uns. Voilà, nous sommes en Suisse, nous sommes en Europe. Lorsqu'on voit un pont dans cet état, on se pose des questions. Mais là-bas, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. La balustrade est abîmée, ben, elle permet de protéger, c'est tout, on laissera comme ça. Alors, on peut continuer. Alors, les personnes qui sont devant sont sorties de notre véhicule pour justement vérifier s'il n'y avait pas de problème tout de même. Alors voilà, la route est très boueuse et pour éviter de s'embourber, le chauffeur essayait de passer sur les côtés où la route est un peu plus dure. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc il a cherché de l'autre côté maintenant. Bon là, par la petite histoire, on est tombé en panne, on a dormi une nuit dans la voiture. On a eu froid tout de même. On dit qu'à Madagascar il fait chaud, mais enfin, dans les hauts plateaux, la nuit il fait très froid. On a eu la chance de rencontrer donc deux jeunes mécanos qui ont essayé de nous dépanner. Ils n'ont pas pu le faire le soir même. Ils ont démonté la pièce qu'ils ont amenée dans leur village et ils sont revenus le lendemain. Donc, en conséquence, on a dormi de la voiture. Bon, là, nous arrivons sur le terrain sur lequel nous allons mettre en place un conteneur qui est au bord de l'océan Indien, face à la Réunion et à Maurice. Voilà donc les environs de ce terrain. C'est très sablonneux, mais bon, il y a la végétation importante. Voilà un exemple de bâtisse locale. Les pauvres gens du coin n'ont pas d'autre solution que de vivre là-dedans. Voilà, 4 petites mignonnes du pays. Voilà, bon, moi je me trouve donc avec les habitants de la région. Ici, c'est l'épouse avec le petit garçon et le deuxième petit garçon du gardien du terrain en question. Voilà leur baraque derrière. Vous voyez que ce sont des gens qui ne sont pas fortunés du tout. Là, je crois qu'on a raté une photo de l'hôpital. Elle va venir après. Ah d'accord, ok, d'accord. Bon, là, le camion avec le conteneur est arrivé. Donc, là, je crois qu'il s'agit de l'école. L'école. Non. Oui, c'est l'école, pardon. On arrive devant l'école publique que nous aidons. Donc, on décharge du matériel scolaire, de très jolis bancs qui nous ont été donnés par une école de Bâle. Donc, ça va faire la joie de... Là, nous avons 2 chaises roulantes aussi qu'elle a menées. Voilà donc la sœur supérieure de l'endroit qui prend des photos. Elle avait aussi réquisitionné ses apprentis infirmiers qui sont en bleu pour venir nous aider à décharger le conteneur. Voilà une partie du matériel. Voici une autre religieuse qui est la responsable de l'hôpital. On a de très gros lits d'hôpital qui ont été fournis aussi par l'hôpital de Bâle. Et comme ils sont très lourds, on a mis des madriers en bois en travers pour les faire glisser. C'est des lits qui pèsent 100-120 kilos, quoi. Voilà donc le matériel. On a dû décharger une partie. Voilà sœur Jacqueline qui s'occupe donc de l'hôpital. Alors voilà la clinique en question. Dans le temps, il y avait un bâtiment qu'on ne voit pas ici, qui était vraiment tout petit et dans lequel elle soignait les lépreux. Il y avait beaucoup de lépreux. Heureusement, il y en a moins maintenant, mais il en reste encore. Mais depuis quelques années, ils ont eu la chance, grâce à une action d'un groupe espagnol, de construire ce bâtiment qui est en dur et qui leur permet de recevoir dans les malades, de les ausculter, de les soigner, etc. Alors là, c'est la religieuse qui s'occupe de l'école ménagère pour jeunes filles. Voilà, elle est douée donc dans ce domaine-là. Elle fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens dont elle a à disposition.
Voilà dans leur petite chapelle où elles vont donc se recueillir. Et voilà l'ancienne église qui est désaffectée et qui sert de salle de réunion pour accueillir des gens défavorisés qui se mettent à l'abri. Alors voilà, donc les deux religieuses qui s'occupent donc de l'hôpital. Bon, mon épouse qui est la cofondatrice et une jeune malgache bon, qui est là pour aider un petit peu, quoi. Alors, nous voyons ici l'école pour jeunes enfants. Voilà, qui est un bâtiment. Alors, un domaine assez important hein, qui appartient au clergé donc catholique. Voici l'école de couture où ces jeunes filles, ces jeunes femmes apprennent des notions de diverses choses pour essayer d'avoir une vie plus confortable, de travailler chez elles ou éventuellement d'avoir un petit travail, même si c'est un travail à temps partiel. Voilà. Bon, voilà, de vieilles machines qui fonctionnent toujours et que nous avons plus tard remplacées par des machines électriques. Alors, voilà le type de produit qu'elles font, bon, qui n'est pas toujours à l'harmonie avec ce qu'on peut voir en Europe, mais c'est du travail, c'est de la broderie. Donc, il y a déjà la couture et ensuite il y a la broderie. Là, chapeau, bon, duvet, etc. Elles font entrer. Voilà. Alors, on a ici, là, les images sont très vite. Un accueil que m'ont fait les enfants de l'école publique, à qui on avait dit un VASA vient nous apporter des produits. Le VASA, c'est l'étranger, l'européen. Voilà, donc on appelle comme ça un VASA. Donc, ils ont fait un accueil formidable. J'ai été surpris, agréablement d'ailleurs. Quand je vous parlais de sourire des enfants, ça fait plaisir de voir ça, quoi. Sachant qu'ils sont pauvres, qu'ils vivent de façon difficile. Comme je disais aussi, ils ne mangent pas toujours à leur faim. Alors là, cette école avait organisé le lendemain une réception en notre honneur où elles avaient fait ce petit panneau « Merci Mada Challenge » qui est le nom de notre association. Un défi pour Madagascar, dont on ne voit pas très bien Mada. Enfin, voilà l'équipe enseignante, dont la directrice au milieu qui sourit et les autres enseignantes avec d'autres élèves. Toujours l'équipe. Bon, les bâtiments se sont mers. Alors là, je m'en souviens très bien, cette petite fille a été désignée pour me lire un texte écrit en français pour nous remercier, pour remercier l'association. Et elle était vraiment elle-même très émue. C'était vraiment formidable. Voilà bon, un petit peu l'état extérieur de l'école. Voilà une classe. Une classe avec un enseignant. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est pour cette raison que le matériel qu'on a amené était vraiment la bienvenue. Il a été mis en place plus tard dans une autre classe. Voilà encore donc une classe. Et voilà encore à l'extérieur, donc des gosses qui sont venus nous voir, nous sourire. Voilà, on retombe encore sur la grande île. C'est une seconde emplacement. Alors ici, c'est l'école pour les bambins des religieuses. Mon épouse, donc la cofondatrice, est venue donc un petit peu les voir, leur apporter des bonbons, etc. Je crois que là, on est reparti sur la... C'est la première photo. Ouais. C'est juste là? Non. Moi, j'ai le déroulement du diaporama. Oui. Ouais. Voilà, nous y sommes.
Voilà donc une des classes de cette petite école tenue par les religieuses. Alors pour l'école, elles ont des enseignantes du secteur qu'elles paient directement avec leurs propres et pauvres petits moyens. Voilà à nouveau dans l'école de jeunes filles. Alors ça, c'était à une autre époque, on a fait un saut dans le temps. On leur avait porté une dizaine de machines à coudre électriques qui nous ont été données en Suisse, donc grâce à l'action de Chacun pour tous, l'émission de RTS. Voilà, elles étaient donc ravies d'avoir ce matériel. Voilà encore du matériel qui n'a pas été sorti de ces emballages. Voilà des machines, une partie. Quoique l'ancienne machine marche toujours, fonctionne toujours. Voilà des vêtements qu'elle fabrique et qu'elle vend à des personnes qui viennent acheter. Donc ça fait rouler un petit peu la trésorerie de... Voilà. Là, ce sont des petits coffres. Voilà, donc la photo de famille. Bon, la qualité n'est pas... voilà, les religieuses ont tenu à nous inviter à déjeuner avec elles. On a accepté avec grand plaisir. Là, on a une partie de l'équipe. Donc, on a sur la droite, au milieu, donc la supérieure. Sur la gauche, au début, on a Sœur Jacqueline, responsable des soins. Ensuite, nous avons la cuisinière de l'équipe, la cofondatrice à nouveau, et il y a d'autres religieuses qui ne sont pas là, qui étaient là, en poste autrement. Voilà donc un petit peu. Alors là, c'est autre chose. On est allé trop vite, non, je crois. Je vais aller sur notre dossier. D'accord, ok. Oui, parce qu'on a 3 séries de photos et il a fallu donc en supprimer quelques-unes parce que c'était trop long pour le temps qui nous est imparti là. Voilà, alors là, c'est le terrain sur lequel... Oui, pardon. Mais on ne voit pas. Ah, il y a Roselyne et Sophie. Je vais arrêter l'écran partagé. Ah, voilà. Alors voilà, là, c'est une partie du terrain qui est au bord de l'océan Indien sur lequel nous allons mettre en place un conteneur que nous avons acheté, nous, à titre privé en famille, et qui a servi donc à amener toute une série de marchandises, d'outillage, de jardin, enfin, 1000 choses nécessaires et utiles. Donc là, c'est une préparation. J'avais prévu que le conteneur puisse être déposé sur le sol à partir d'une fouille qu'on aurait creusée pour laisser passer le camion, on verra plus tard. Alors là, c'est le jeune gardien du terrain qui est en train de préparer le conteneur en question que nous avons vidé au préalable chez les religieuses qui nous ont prêté un conteneur qu'elles avaient en fixe de façon à ce que notre conteneur soit allégé. Vous allez voir pourquoi ensuite. Donc là, c'est au moment où nous avons vidé, donc c'est la fin du... Bon, là, c'est le conteneur des religieuses dans lequel on a stocké provisoirement les produits. Alors voilà donc à côté, à nouveau les religieuses à qui on a donné, en dehors de ce que nous avons stocké dans leur conteneur, on leur a donné tout de suite la marchandise qu'elles ont amenée dans leur dépôt, bien sûr. Voilà le fameux conteneur, c'est un très grand conteneur qui mesure 12 mètres de long. On ne voit pas. Voilà. Vous ne voyez pas? On ne voit pas. C'est toujours la même image. Ça va s'arranger. Ah, voilà. C'est bon? Vous voyez là? Oui. Voilà, donc là, c'est le grand conteneur qui vient de Bâle, qui est parti donc, qui a été mis sur bateau à Anvers, qui a traversé donc les mers, et qui est arrivé à Tamata, où il a été pris en charge par ce camion,
qui a mis 2 jours pour faire les 700 et quelques kilomètres qui séparent de notre lieu. Voilà, après vous allez voir un petit peu comment se passer. Alors là, c'est le chemin, le seul unique chemin qui nous permet d'accéder au terrain sur lequel on va placer le conteneur qui nous servira de dépôt provisoire. Bon, on s'est aperçu au dernier moment, cela je m'en souvenais plus, que le chemin était assez tortueux, mais surtout qu'il était pas très large. Comme d'un côté sur la gauche, il y a un creux d'environ 1,50 m et de l'autre côté, il y a dans la forêt avec des poteaux en béton qui maintiennent les câbles électriques, on avait, et le chauffeur du camion avait une peur à fraise, de basculer dans le vide à gauche. Aïe. Donc on a décidé, il fallait décider quelque chose. Quoi? Eh bien, nous avons fait venir 8 camions de gros pavés, de grosses pierres, pour pouvoir, donc sur le côté gauche, remblayer, de façon que si le camion débordait du chemin, il y ait quand même une assise stable pour rouler. Donc là, ça a été toute une aventure. On a donc fait travailler du monde sur place. Voilà, donc on commence à remblayer. Voilà. Ah, c'est un travail, ça a été vraiment une aventure. Voilà, on a le chauffeur qui montre où il faut vraiment remblayer. On a notre guide et notre chauffeur qui est à côté. On a ici, vous voyez, des échelles qu'ils ont de fortune pour couper un petit peu les branchages. Donc, vous voyez un petit peu, chose qu'on ne voit pas ici en Suisse et en Europe. Alors voilà, vu dans un autre sens, le chemin, à nouveau la suite. Donc là, on va vers l'océan Indien. Et on arrive, voilà le terrain en question, sur lequel on va au fond, à droite, la maison du gardien. Pourquoi un gardien? C'est parce que malheureusement là-bas, il y a tellement de problèmes qu'un terrain qui serait nu et vide pendant des mois, voire des années, il serait vite occupé par des gens qui ne savent pas où aller. Voilà, donc un gardien est là pour les dissuader. Alors voilà, oui, ça c'est la fouille que j'avais fait entreprendre, mais on s'est rendu compte que le sol était trop sablonneux et le camion risquait de s'embourber. Donc voilà, abandonné cette idée, parce que le camion devait pénétrer et le conteneur devait rouler sur des rondins en bois et en fer tout le long, mais on s'est aperçu au dernier moment, c'était impossible. Bon, on cherche une autre idée. On n'est pas à court d'idées. Bon, ça c'est pour le passage. L'administration communale, je veux dire la mairie, avec un camion de pompiers qui a été donné par un bataillon de pompiers de Normandie en France, qui a été escorté par notre chauffeur. Donc voilà à nouveau le conteneur sur son camion qui attend de pouvoir s'engager sur le chemin. On voit à nouveau le chemin. Voilà, donc c'est l'aventure qui continue. Voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu comment se passe là-bas. Donc là, ce sont des maisons typiques de pauvres gens qui n'ont rien, qui ne peuvent pas avoir de maison en briques ou en béton ou autre. Des maisons qui sont légèrement relevées pour échapper un petit peu à l'humidité parce que c'est une région où il pleut beaucoup et aussi pour éviter les petits rampants désagréables, quoi. On a aussi des pousse-pousse pour se déplacer dans la ville. Alors là, c'est une autre partie du chemin sur lequel on s'est rendu compte qu'il y avait des gros trous qui risquaient de gêner le camion et qu'on va remblayer aussi avec des pierres. Donc voilà le chemin qui a été remblayé. Voilà. Donc 8 camions de pierres. Oh là là. C'était pas prévu dans le budget non plus. Il a fallu assurer. Voilà. Avec aussi une contrainte, c'est que le propriétaire du terrain nous a autorisé à faire cela, mais à condition qu'à la fin, on retire toutes les pierres. Bravo, merci, mais merci tout de même. Voilà. Voilà. Bon, voilà les grosses pierres qui sont mises en place. Bon, là, on a des visiteurs habituels, les ébus, les fameux ébus.
On aperçoit donc maintenant le camion qui arrive au début du chemin, qui va être gêné par les ébus, qui va passer le camion, les ébus, on verra. Voilà, donc là, le camion va tourner. C'est là que nous avons remblayé un petit peu des trous. Alors là, on est presque au bord de l'océan Indien. Vous avez vu qu'il y a un petit phare sur le côté. Enfin, c'était tout à l'heure. Alors voilà, vous voyez le camion qui prend toute la place. Il y avait sur le camion, à un moment donné, donc un malgache de là-bas qu'on avait embauché avec d'autres, qui s'occupait de couper des branchages aériens, si on peut dire, qui gênaient donc le véhicule. Donc, je vous dis, c'était vraiment une journée vraiment particulière. Mais il fallait ça, parce que notre dépôt, il fallait pouvoir l'approvisionner. Voilà encore donc les visiteurs. Voilà, le camion donc avance, il s'approche du terrain. Voilà, donc il arrive en marche arrière vers le terrain par une autre entrée possible que celle qu'on avait prévue. Là, ce sont des madriers, du bois, etc., qu'on a achetés pour justement ensuite mettre le conteneur au-dessus du sable et ensuite aussi le mettre de niveau. Voilà, donc il recule. Donc là, on a fait travailler une vingtaine de personnes ce jour-là. Ça leur a fait plaisir. Ah, Voilà, donc le conteneur est arrivé, le camion est arrivé, il n'ira pas plus loin, par crainte de s'enfoncer dans le sol sablonneux. Bon, là, le sol était un peu plus dur tout de même. Hein. Alors, on a acheté aussi des barriques. Alors, on a eu dans l'équipe qu'on a embauché un chef d'équipe, un monsieur qui est un ancien transporteur. Il nous dit, voilà, il faut ça, 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 telle et telle chose. On a acheté 4 ou 6 barriques, je ne sais plus. On a acheté bien sûr les madriers, le bois que vous avez vu. Et puis, donc, ben, ils ont commencé leur opération pour sortir le conteneur du camion, de façon à ce que le camion puisse repartir. Alors, ils sont en dessous le camion avec un très gros cric qu'ils ont récupéré chez eux. On voyait un petit peu le danger que ça représente. aïe, aïe, aïe. L'idée, c'était de relever de quelques centimètres le conteneur par rapport au plateau du camion. Voilà, donc là, ça a été fait. Et vous voyez, donc on travaille avec des longueurs de bois, enfin, c'est vraiment, on fait comme on peut. Ils ont mis donc les bidons de part et d'autre avec des morceaux de bois pour compenser la hauteur. Voilà, donc pas peur, pas peur, pas peur, on passe en dessous, on craint rien. Voilà le chef d'équipe qui explique encore et encore. Voilà. Donc là, ça s'active. Alors, vous voyez un petit peu comment il travaille avec des rondins de bois. On soulève un petit peu pour faire passer encore un morceau de bois pour coincer. Voilà, alors maintenant, le conteneur a été soulevé. Il va falloir donc dégager le camion. Il est tenu par les barriques et les cales en bois. Donc, pour éviter de faire bouger tout ça, c'est un équilibre instable. Ils ont placé un énorme mandrier bloqué dans le sol et l'autre partie coincée sur le conteneur. Et l'avion de camion, enfin le tracteur, va avancer lentement. Au fur et à mesure qu'il avance, le madrier pousse automatiquement sur le conteneur. Donc le camion, tout doucement, se dégage du conteneur. Pourquoi tout ça? C'est parce que là-bas, on ne peut pas trouver un engin de levage qu'on peut trouver dans tous les ports européens ou autres. Donc il a fallu vraiment faire du système débrouille. Et ça, pour ça, ils savent se débrouiller.
Ils gagnent leur vie comme ils peuvent. Hein. Ça a été aussi le théâtre pour la journée, dont les enfants, les dames, tout ça sont venus voir comment ça se passait. Alors voilà un petit peu les calages de bois. Bah, Je dis donc. disais aussi que bon, ce genre d'opération en Europe et essentiellement en Suisse, bon, le chef d'entreprise part en prison tout de suite parce qu'il met en péril la vie de ses ouvriers. Mais là-bas, il faut faire comme ça, on n'a pas d'autre solution. Voilà, on aide encore le camion à se dégager, vous voyez, tout doucement, 10 centimètres après 10 centimètres. Ouais, ben, Voilà, il est presque sorti. Voilà, le conteneur est seul, le pauvre. Et vous allez voir comment. Il repose sur les bidons, les 6 bidons. Vous voyez un petit peu la poutre au milieu. On a l'impression qu'elle va casser. C'est la frayeur, mais bon, c'est comme ça, point final. Par contre, c'était l'heure où il fallait donc aller déjeuner, acheter quelque chose. On n'a pas pu malheureusement voir comment ils se sont pris pour faire vraiment déposer le conteneur au sol. Bon, à notre avis, ils ont réussi à faire tomber de chaque côté les bidons et le conteneur, donc, s'est retrouvé seul au sol. Voilà un petit peu le genre de calage. Voilà, donc le chef d'équipe qui conseille à nouveau. Voilà, on est arrivé, le conteneur était au sol. Bravo. Alors là, l'opération, c'est de consolider, de mettre des cales de bois assez larges pour éviter que le conteneur ne s'enfonce dans le sol sablonneux et en même temps le mettre de niveau. On reviendra plus tard, l'année suivante, pour faire de chaque côté donc une dalle en béton pour stabiliser l'ensemble et ensuite faire une baraque qui sera donc un deuxième dépôt. Voilà, donc opération calage. Là, on revient en arrière là. alors, Je vais passer à la suite là parce que il y a un petit souci. Oui, non, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, grave. Alors, je vais passer aux photos de. Là, ici. Alors là, je me souviens plus si c'était à l'arrivée ou au départ. On passe à Tananarive, la capitale, donc dans un quartier, on va dire commercial et on va pas dire industriel parce que ce ne sont pas des industries, ben, où il y a des dépôts, des concessionnaires de telle ou telle chose. Voilà. mais À c'est toujours Tananarive, on trouve tout ce qu'on veut. À les condition images, c'est d'avoir- toujours le camion là. Pardon? Ah d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. On est toujours sur le conteneur, oui. Ah voilà, c'est bon. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'à Tananarivo, on trouve tout ce qu'on veut, en principe, à condition d'avoir la moyen de se le procurer. Alors là, bon, vous voyez des immeubles assez impressionnants. Donc les routes n'ont rien à voir. La circulation est très dense. Il y a une pollution très, très importante. Bon, là, un passage pas très loin d'intérêt. On a été invité à déjeuner à Tananarive. Voilà, donc, bon, la photo était là, on l'a laissée, quoi. Alors voilà des habitants qu'on connaît peut-être. Ce sont les fameuses tortues de Madagascar, les tortues radiata, qui est une race spéciale
qui viennent du sud-est de Madagascar. Ce sont des bêtes magnifiques qui durent des centaines d'années. Voilà. Et là, on trouve la petite famille, hein. Papa, maman et les enfants. Voilà, mon épouse voilà, fait un petit câlin. Bon, là, on revient en arrière. Ouais, je pense qu'on peut commencer les questions. Ouais, Peut-être si tu peux dire ça, on commence les questions si vous avez des questions, parce qu'il n'y a plus de photos. ah, ça passe plus. Alors, on arrive aux questions. Oui, on a un petit souci pour les autres photos, donc on ne va pas trop s'attarder. Puis effectivement, bon, si des personnes veulent poser des questions, je suis à leur disposition pour leur répondre, leur donner le maximum de renseignements. Alors, moi, j'ai déjà essayé de faire. On va faire. On va applaudir. Si j'arrive. Voilà. Alors, merci. Merci à M. Jourdain pour c'est un dépaysement hein, par rapport à nous quand on voit la salle de classe. Et puis si on compare avec les salles de classe de Groslay, Courtillon, Belfaux, ben, voilà, il y a du décalage. Hein. Ouais. Autre chose. Je crois qu'il n'y a plus de tableaux noirs maintenant, il y a des tableaux blancs, il me semble. J'avais visité une fois l'école de Courtillon, mais c'est vrai que ça a bien changé, hein, effectivement. Bien sûr. Comme aussi ouais, cette histoire de container, là, c'est le système D. Alors, parmi nos participants, je ne sais pas si vous nous avez entendus. Ils sont toujours là? Voilà. Alors, on peut poser, si on a des questions à poser à notre conférencier. Je ne sais pas, quelqu'un veut-il se manifester? Moi, je peux juste dire. Oui, Roselyne, bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous remercier pour cette présentation. C'est très impressionnant de voir ce décalage avec notre société et de voir que malgré tout, les gens trouvent des solutions et Ouais, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et vraiment, je suis très, très impressionnée par ce système D qu'ils ont trouvé pour faire sortir le conteneur du camion. C'est waouh, ça nous permet, ça nous fait une belle leçon d'humilité, on va dire. Vraiment, merci beaucoup pour votre présentation. Mais merci à vous d'être là, de nous avoir écoutés, regardé, nous donner ce petit donc avis. C'est vrai que là-bas, à Madagascar, bon, comme je disais au début, 80% des gens sont pauvres. Ils n'achètent lorsqu'ils ont de l'argent que l'essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel, ben, il faut se débrouiller. Donc, ça a été le cas pour ce. Tiens, le Minou veut voir un petit peu des photos aussi. Donc, c'est vrai que la vie n'est pas facile là-bas, surtout dans le sud. Bon, sur Tananarive, la capitale, bon, c'est un peu plus facile. Il y a des activités, quoique. Il y a des sans-logis qui vivent la nuit dans la rue, se couvrent de bâches en plastique. Des gosses qui ne sont pas soignés parce qu'on ne peut pas payer. Alors, le fait de payer pour être soigné, c'est le fait que malheureusement, le pays n'a pas suffisamment de finances et qu'il y a un autofinancement par chaque établissement qui fait aussi ce qu'il peut. Voilà. Mais bon, c'est un beau pays, un très beau pays. On n'a pas tout vu, c'est dommage, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Et encore merci pour votre avis. Moi, j'ai une question plutôt générale. Le pays, l'île de Madagascar, c'est une seule culture un peu générale ou bien c'est vraiment des populations très différentes, des langues très différentes ou bien est-ce qu'il y a une unité culturelle? Alors, il y a une chose importante. Je parlais de 18 ethnies. Bon, l'ethnie la plus importante se trouve sur les hauts plateaux. Bon, a été une époque l'ethnie dominante, qui a eu pas mal de rois, de reines. Bon, et ensuite, tout ce qu'on appelle la côte, c'est-à-dire
la périphérie côtière de l'île, ce sont des gens venus d'ailleurs. Venus d'ailleurs, je reviens en arrière, les populations, les 2-3 ethnies qui sont sur les hauts plateaux, et près de la capitale aussi, et dans la capitale, proviennent pour la plupart du sud-est asiatique. Voilà. Donc, on les reconnaît facilement. Ils ont un visage d'asiatique. Voilà. Moins prononcé, mais on les reconnaît. Bon, la plupart font partie de l'élite, si on peut dire. Donc, sont des gens qui ont un peu plus de moyens que la moyenne, que les autres. Et ensuite, il y a tout le reste, plus grande quantité de personnes qui sont sur la côte, qu'on appelle donc les côtiers, et ils sont issus, bien sûr, de plusieurs de ces tribus. Alors, ces tribus, elles sont à la fois d'origine africaine, différents pays d'Afrique, bon, proches, bien sûr, de Madagascar. Il y a encore donc d'autres provenances. Il y a eu aussi ce mixage dû au passage assez fréquent pendant des dizaines et des centaines d'années de marins venus d'ailleurs, des Arabes, des Portugais, c'est le Portugais qui a découvert l'île en premier, voilà, des Français, des Anglais qui sont restés donc à la fin, ce sont eux qui ont un petit peu mené le pays, voilà. Et les cultures, elles sont différentes selon les ethnies. Mais il y a quand même un remplacement général, national, avec une langue nationale, qui est une langue, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est une langue issue d'une des langues du sud-est asiatique. Voilà. Ensuite, chaque région, chaque tribu, plus ou moins, a son patois. Donc, une langue différente, plus ou moins différente de la langue nationale. Voilà. Mais dans les affaires, les commerces, etc., c'est surtout langue nationale. Maintenant, les coutumes. Alors, il faut dire que les habitants sont en majorité chrétiens. Bon, ils ont été vus au départ par des missionnaires norvégiens, qui étaient donc des rien. voilà, donc ils leur ont apporté leur culture et leur façon de voir la religion. Ensuite, il y a eu donc l'arrivée donc de chrétiens catholiques qui ont apporté leur version. Ils sont pour la majorité chrétiens. Il y a quelques musulmans issus de l'arrivée des Indo-Pakistanais. Voilà. Mais en dehors du fait qu'ils sont tous chrétiens, ils sont tous axés toujours et encore sur leur coutume qui est le respect à outrance des anciens. L'ancien doit intervenir auprès de Dieu pour les aider, absolument. Donc, il y a ce mélange-là. Parfois, ce n'est pas facile à comprendre pour un étranger, mais à force d'y aller, bon, on s'y habitue. Et il y a d'autres coutumes qui sont notamment ce qu'on appelle des fadis, qui sont des interdits. Bon, je ne les connais pas tous. Je ne peux pas vous en citer vraiment parce que je dirais quelque chose d'approximatif, voyez, voilà. Mais effectivement, il y a différentes coutumes. Voilà. C'est un pays intéressant. Il fut un temps où le pays donc était gouverné par des rois et des reines, qui étaient surtout issus de la caste dominante des hauts plateaux. Voilà. À part ça, bon, mais il n'y a rien de vraiment particulier à dire. Maintenant, bon, tout le monde, pour des questions pratiques, économiques et autres, se rapproche des pays industrialisés pour essayer d'avoir de l'aide, pour essayer d'avoir des techniques. Voilà. Mais bon, ça ne va pas très loin parce que tout le monde est tributaire des aides par des établissements très importants, internationaux ou privés, et qui parfois profitent de la situation pour s'implanter. Voilà en gros ce que je peux dire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, merci beaucoup. Merci. D'autres personnes auraient-ils envie de poser une question? Soit sur la géographie ou l'action.
de notre conférencier. Ce que je retiens de Madagascar, c'est que les noms sont très longs. Absolument. Ouais, c'est Absolument. compliqué à prononcer. Alors Oui. maintenant, plus ou moins, j'arrive. Farafangana, c'est ça, hein? Alors, Farafangana, il oui. n'y a pas l'accent, mais Farafangana, il y a toutes les c'est syllabes. un nom qui est issu d'une, comment dirais-je, j'allais dire d'une aventure, non pas d'une aventure, mais Farafangana, c'est l'endroit où on est arrivé. Mhm. Dans le temps, la tribu qui est sur Farafangana s'appelle Antefashi. Et ils habitaient dans une autre région. Et pour diverses raisons, conflits, etc., ils se sont déplacés et ils ont élu domicile sur une île qui est au milieu d'un fleuve, un très grand fleuve. Voilà. Et ensuite s'est créé autour la ville de Farafangana, qui est un nom malgache, qui en gros veut dire l'endroit où on est arrivé. On y est bien, on y reste. Voilà. Mais je ne connais pas toute l'histoire pour vous la donner en détail. Maintenant, je peux rajouter quelque chose, si ça peut intéresser, c'est que Madagascar, on fait 100 km, on a un paysage différent. Mhm. On a sur la côte est, qui est l'océan Indien, une zone tropicale, donc très boisée, avec des cyclones, de la pluie très souvent, mais très agréable, avec une faune et une flore, herbes médicinales, etc., et j'en passe. Beaucoup de produits qui sont prisés par les Occidentaux poussent dans cette région. Quelqu'un m'a dit un jour, ici, tout pousse. Mhm. Ensuite, on a une région qui sont les hauts plateaux, avec des sommets assez importants, moins qu'ici. Hein. Voilà, il n'y a pas de neige non plus. Mais il fait froid l'hiver et la nuit. Nous sommes tombés en panne une fois et on a souffert toute la nuit. Bon, c'est relatif. Ensuite, on a sur le côté gauche, c'est-à-dire côté Afrique, il y a un canal, une partie qui s'appelle le canal de Mozambique, qui sépare Madagascar de l'Afrique, qui fait à peu près 400 km, où là, nous avons des zones désertiques. Et nous avons un peu plus haut, donc des zones où on a le fameux baobab. Vous avez certainement déjà vu des arbres immenses, très, très épais, avec un feuillage bizarre et qui contiennent de l'eau. Donc souvent, les paysans vont percer des trous dans le baobab pour prendre de l'eau. C'est la réserve. Voilà. Donc, c'est un pays magnifique. Hein. Bon, il y a des sites avec l'érosion. On a des rochers qui sont sculptés qu'on ne voit nulle part ailleurs. Vous voyez voilà. Bon, pour visiter Madagascar, il faut rester des mois. Bon, nous, lorsqu'on y va 15 jours, un mois, on voit un tout petit morceau. Mhm. Voilà, donc on espère vraiment que tout se passe bien, que cette pandémie qui ennuie tout le monde depuis des mois et des mois prenne fin, que tout le monde soit protégé et qu'on puisse nous y retourner pour mettre en place ce matériel, former des équipes de façon à ce qu'on n'ait pas besoin pour l'instant de rester sur place constamment. Voilà en gros ce que je peux vous rajouter. À votre écoute encore, si vous le souhaitez. Merci. Mais oui. D'autres personnes voudraient-elles se manifester? Bernard, Oui, J'entends. bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir Chantal. Bonsoir, Philippe. Oui, je voulais juste poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont formés pour la culture ou est-ce qu'ils font eux-mêmes des cultures, quoi? Alors, il y a d'une façon générale une habitude de la culture, de la petite culture vivrière, puisque c'est une région, surtout sur la côte, qui est propice donc aux plantations, et puis pour eux, la culture, ça leur permet de vivre plus facilement. Mais ils ne sont pas formés pour des cultures à l'européenne de plus grande importance, sur lesquelles on aimerait les amener pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de possibilités de s'alimenter, d'alimenter les gosses. Alors, il existe tout de même à l'échelon national des organismes avec de jeunes gens qui ont été formés aux techniques nouvelles, notamment en Europe, que ce soit en France, en Suisse, en Russie, en Chine, enfin, de partout quoi, et qui sont capables de venir et de former
un chef d'équipe, deux chefs d'équipe, qui ensuite, lui, va prendre le relais. Voilà, ça existe. Et il y a aussi des spécialistes qui connaissent tel ou tel produit. Nous avons été contactés pour notre projet de culture par ces gens-là, donc par une société parisienne qui fait du courtage à grande échelle et qui souhaitait absolument avoir donc des plantes médicinales qui redistribuées après. Bon, tout ça, c'est resté dans l'oubli pour l'instant. On a aussi donc, maintenant tout le monde connaît la région du nord-est du pays qui est propre à la culture de la vanille, qui est un des trésors du pays. Et plus on descend, plus on a des produits qui sont utilisés par tout le monde, des épices, toutes sortes d'épices, de l'ananas, enfin, il y a mille choses. Comme je disais tout à l'heure, on nous a dit un jour, ici, tout pousse. Voilà. Alors, nous, notre but, c'était de créer justement cette structure avec du matériel qu'on a amené. Et Bernard, qui vient de m'appeler maintenant, nous a aidé à charger ce conteneur. Et à partir de là, donc, on était en mesure de commencer à faire notre action. Bon, elle n'est pas perdue, elle est reportée. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bernard? Oui, merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie. Merci. Et alors, on arrive bientôt au terme de notre causerie, conférence et partage. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se manifester, poser une question? Autrement, je vais conclure en remerciant à la fois notre conférencier et aussi notre technicien ange gardien Michael. Et je termine par une prière malgache. Donc, ce n'est pas une prière en malgache, hein, parce que je serais bien incapable, mais j'ai trouvé sur Internet une prière qui est intitulée Prière malgache et le titre c'est Que vais-je t'offrir? Donc, c'est une prière à Dieu. Alors, je vous la partage parce qu'elle est très belle. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de toutes les merveilles que tu as faites? Offre-moi tes mains vides. Je les remplirai en surabondance de bien. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de tout ce que tu as semé? Offre-moi ta lassitude, je la changerai en force inégalable. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la force que tu m'as donnée? Offre-moi tes ignorances, je les changerai en sagesse sans pareille. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la sagesse que tu m'as léguée? Offre-moi tes souffrances, je les changerai en salut pour les autres. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier du salut que tu nous as offert? Offre-moi tes péchés, je les changerai en amour qui ne s'éteint pas. Eh bien voilà, un beau programme spirituel. Nous offrons au Seigneur toutes nos pauvretés. Nous nous présentons au Seigneur les mains vides, devant le Seigneur les mains vides, pour qu'il nous comble de ses bienfaits. Merci donc à notre conférencier et puis merci à vous tous et toutes qui avez participé à notre causerie qui a bien marché apparemment. Il n'y a pas eu d'ennui technique. Et puis nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour la nouvelle conférence, vidéoconférence de Carême. Alors, une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci à vous Merci. encore. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. À une prochaine. À la prochaine. Merci. Alors, quitter la réunion. Non, on ne va pas.